bonjour et bienvenue sur Médien TV. La troisième édition de la conférence africaine sur la dette et le développement se tient à Dakar au Sénégal. Elle est organisée sur le thème Les 4 R pour les décideurs africains, à savoir réimaginer, repenser, réorganiser et remobiliser pour un ordre mondial africain. L'objectif est de dégager des recommandations éventuellement utiles avant la conférence sur le climat en Afrique prévue la semaine prochaine au Kenya et les réunions annuelles du FMI et la Banque mondiale d'octobre prochain à Marrakech au Maroc. On fait le point donc sur les enjeux de la dette en Afrique avec Adam Awad, directeur de publication du Financial Afrique, en direct avec nous depuis Dakar. Bonjour à vous, Adam Awad, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Omar. C'est un plaisir d'être là. Alors, tout d'abord, Adama, est-ce qu'on peut faire un point sur l'état de la dette en Afrique aujourd'hui? Effectivement, alors, nous sommes à peu près milliards. Alors, il me semble, Adama, qu'on a quelques soucis pour vous entendre. Le son est haché. Bon, on va essayer de s'activer pour essayer de résoudre ça. Est-ce que vous m'entendez correctement, Adama? Je vous entends très Ouais, alors, apparemment, nous, on a du mal à vous entendre. Le temps juste qu'on résolve ce petit problème technique. Donc, je rappelle que cette conférence, cette troisième du genre, se tient à Dakar. Elle se termine d'ailleurs aujourd'hui. L'objectif est de préparer donc la conférence sur le climat qui doit se tenir la semaine prochaine au Kenya, et puis par la suite, en octobre prochain, les réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se tiennent au Maroc pour l'Afrique. Donc, c'est l'occasion de faire le point en quoi la dette peut servir à financer le développement, mais surtout, jusque-là, est-ce que cette dette a permis de financer le développement en Afrique? Est-ce qu'Adam Ouad, vous êtes toujours avec nous? Alors, il me semble qu'on a quelques soucis pour... effectivement. Adam Awad, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Omar. Très bien. Donc, je repose ma première question. Est-ce qu'on peut faire... comment va, en fait, l'Afrique et la dette? Alors, il y a deux choses. D'abord, le stock de la dette des 54 pays africains est de à peu près 1140 milliards de dollars, soit à peu près 55% du PIB. Alors, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais comparé par exemple à 2010, c'est-à-dire juste après l'initiative d'effacement des dettes connue sous le vocable PPTE, pays pauvres très endettés, on était seulement à 350 milliards et c'était à peine à 34% du PIB. Alors, on peut toujours dire que oui, l'Afrique n'est pas très endettée, d'autant que le stock de la dette africaine représente finalement que 0,4% du stock de la dette mondiale. Mais là où le bas blesse, c'est surtout les remboursements. Puisque vous le savez, dans la plupart de nos pays, la moyenne consacrée au remboursement de la dette dépasse allègrement le tiers de nos budgets. Donc c'est énorme et c'est peut-être là où les pays africains souffrent face aux échéances de remboursement. Je pense que c'est des données intéressantes que vous venez de donner, Adam Awad, à savoir 1140 milliards de dettes donc africaines, soit environ 50% du PIB. Alors, cela dit, on va après parler du développement, à quoi sert cette dette et où elle est mise donc, cette dette. Mais qui sont les principaux créanciers de l'Afrique? Les principaux créanciers aujourd'hui, c'est toujours l'ensemble, je dirais, du système multilatéral plus ou moins proche des institutions de Bretton Woods, plus ou moins proche de l'OCDE, je parle des États-Unis, du Club de Paris qui est constitué de 22 pays, du Club de Londres qui est un club informel qui gère la dette privée. Mais de plus en plus, l'on assiste, et là c'est le fait nouveau,
à l'émergence de la dette des pays, de la dette accordée par les pays émergents comme la Chine, comme le Brésil, comme la Turquie. Donc, c'est pour vous dire que les calculs de la dette posent beaucoup de problèmes puisque la plupart des encours de la dette chinoise sont considérés par le FMI et la Banque mondiale comme des dettes cachées. C'est ce qu'on a vu au Ghana et au Congo notamment. Alors, c'est des indicateurs très, très importants. Alors, justement, entre le secteur privé et le secteur public, lequel est le plus endetté sur le continent? C'est toujours ce qui pose problème, c'est vraiment le secteur public parce que les pays font défaut sur leur signature souveraine. Là, vous l'avez vu certainement et vous l'avez relevé, je pense, j'ai écouté dans l'une de vos émissions où vous parliez justement de ces pays en défaut, cas par exemple de la Zambie en 2020 et du Ghana en 2022. Donc ça, ce sont des pays carrément qui n'arrivent plus à rembourser leurs dettes. Mais en plus de ces deux pays, vraiment, il y a un groupe de 8 pays considérés comme très endettés et sur lesquels il y a vraiment une attention toute particulière aujourd'hui. Et de ce groupe de 8 pays, dont par exemple le Soudan, qui est à 181% d'endettement rapporté à son PIB, c'est le pays le plus endetté d'Afrique. Vous avez aussi l'Érythrée, 176%, le Cap-Vert, 142%. Donc, pour ne citer que ceci, il y a des pays qui sont considérés aussi comme très proches du seuil de risque d'endettement. Donc, c'est pour vous dire que la situation en Afrique, elle est très contrastée, avec d'une part des pays qui ont plus ou moins une gestion rigoureuse et soutenue de la dette, c'est-à-dire Maroc, par exemple, et d'autres pays qui sont quasiment en souffrance. En tout cas, on retiendra qu'aujourd'hui, donc, le remboursement de la dette coûte jusqu'au tiers du budget de certains États, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Adama Ouad. Alors, l'autre question qui se pose maintenant, on s'endette, mais où va l'argent de la dette, justement, Adama Ouad? Alors, cher Omar, c'est toute la quintessence de la gestion rigoureuse de l'endettement. Parce que si on ne peut pas éviter l'endettement, c'est un mal nécessaire. Il faudrait quand même qu'on veuille à ce que ces fonds collectés aillent vers des projets porteurs, des projets transformateurs, des projets économiques et sociaux qui ont une plus-value et qui permettront de rembourser ces dettes. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, les dettes provenant des pays émergents, c'est-à-dire de la Chine et de la Turquie et de l'Inde, vont dans les infrastructures en général, vont dans la reconstitution, je dirais, de la force de production, vont dans l'énergie, vont dans la transformation agricole, etc., de la transformation des produits agricoles, etc. Par contre, la dette dite traditionnelle des pays et des institutions ici de Bretton Woods vont plus vers la soutenabilité, le rétablissement des équilibres macroéconomiques. C'est par exemple ce que fait le FMI et la Banque mondiale, et aussi vers la réduction de la pauvreté. Donc moi, de mon point de vue, je pense que les nouvelles dettes, celles qu'on considère comme cachées, sont beaucoup plus vraiment impactantes que les dettes traditionnelles qui sont souvent consacrées à la réduction de la pauvreté et au rétablissement du cadre macroéconomique. C'est ce qu'on voit par exemple en Tunisie où le FMI et la Banque mondiale sont venus à la rescousse pour aider le pays à rétablir ses équilibres budgétaires. C'est ce qu'on a vu aussi au Ghana où le FMI a fait un prêt de secours d'à peu près 3 milliards à la fin du programme et qui est destiné justement à remettre le pays sur pied. Mais à mon avis, les prêts les plus importants en Afrique sont ceux qui vont aller vers le secteur de l'énergie, les grands barrages comme dans le cadre de l'OMS, l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, le barrage de Tamba, où là, c'est des entreprises chinoises, c'est des prêts chinois, ou bien les autoroutes en Afrique, parce que c'est très important, ça permet de consolider le territoire national autour des marchés
de structurer l'offre et la demande, de réduire les coûts logistiques. Donc, je pense que c'est ça qui est important en ce moment pour notre pays. Les besoins portent sur les secteurs vitaux comme la route, le transport, l'énergie, l'eau et l'assainissement. Donc, ce sont ces secteurs-là qui sont donc les plus grands, disons pas, qui sont les principaux destinataires, donc, exactement, qui sont prioritaires. Alors, on sait où va l'argent de la dette, mais concrètement, est-ce que cet endettement a permis au continent de résoudre disons, ces défis majeurs, à savoir les infrastructures, le système de santé. Globalement, est-ce que l'argent de la dette est utilisé à bon escient? Alors, la dette à elle seule ne peut pas faire le développement. La dette doit être vue comme un complément des financements disponibles. Les pays doivent tirer de leurs recettes déjà de leur propre dynamisme. Elles doivent être d'abord intérieures avec la fiscalité. C'est vrai que sur ce point, il y a encore des marges à rattraper, puisque si on considère par exemple les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous avons un taux de prélèvement fiscal d'à peu près 13% du PIB. Donc les compléments sont à chercher d'abord sur le marché financier local qui assure aujourd'hui le fonctionnement pratiquement de tous les États. C'est le cas aussi de la CEMAC en Afrique centrale. Maintenant, il y a les investissements directs étrangers qui viennent en premier complément de ces besoins de financement. Et par la suite, il y a l'aide dans toutes ces panoplies, l'aide bilatérale, l'aide concessionnelle et l'aide privée. Ce qui est inquiétant peut-être à relever, c'est que de plus en plus, c'est l'aide privée, c'est-à-dire le Club de Londres, qui est en train de monter en force par rapport à l'aide concessionnelle et à l'aide des structures publiques regroupées autour du Club de Paris. Alors, là, on parle de plus en plus de financer la transition écologique, des financements, le financement vert, les fameux financements verts dont on parle. À ce niveau-là, est-ce que l'Afrique réussit à collecter de l'argent? On se rappelle des fameux 100 milliards promis lors de la COP 21 à Paris en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis lors, les mécanismes de financement profitent aux États et aux institutions africaines? Alors, c'est une question fondamentale. C'est vrai qu'il y a eu l'accord de Paris, mais il y a eu aussi en juin dernier à Paris un sommet sur la réforme du système financier mondial, où il était justement question de transition énergétique et de finances vertes. Alors, l'Afrique ne représente que 1% des émissions obligataires vertes. Aujourd'hui, donc, l'Afrique ne capte que 1% de ses financements. Autre chose, on l'a vu, et c'est le Gabon, tout dernièrement, il y a à peine un mois, qui a fait le tout premier accord dit dette consolidative, c'est-à-dire le Gabon a racheté de vieilles obligations qui arrivaient à échéance en 2025 en émettant une obligation bleue à des taux beaucoup plus favorables, bien sûr avec l'appui d'une institution américaine qui a garanti l'intégralité du prêt. Et l'argent est destiné à la préservation des ressources naturelles, à la préservation du bassin côtier gabonais. Donc là, c'est un exemple très éloquent de l'importance de cette manne que représente la finance verte. L'Afrique doit certifier la plupart de ces organismes, doit se mettre à niveau par rapport à tous ces enjeux. Et je pense que la conférence de Marrakech à venir, les assemblées de la Banque mondiale et du FMI serviront de tribune pour les pays africains, pour les institutions africaines, afin que les grands donateurs, que les grandes institutions qui conduisent la finance verte puissent avoir une présence beaucoup plus forte dans le financement de la préservation et de la transition énergétique en Afrique.
Alors, justement, vous parlez des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui doivent se tenir, donc, comme vous l'avez dit, prochainement, c'est-à-dire en octobre, ici au Maroc, à Marrakech plus précisément. Et il y avait ce fameux sommet sur la réforme de la finance mondiale. Alors, de la finance mondiale, quelles sont les attentes structurelles en termes de réformes pour les pays africains? Beaucoup. Je dirais que Marrakech, il y a d'abord une symbolique. C'est très rare que les assemblées de la Banque mondiale et du FMI se tiennent sur le continent. Donc, c'est un peu des assemblées qui auront un focus particulier sur l'Afrique. Et vous voyez, la plupart de nos dirigeants déplorent une perception du risque Afrique qui est surélevée par les agences de notation. Certains appellent de leur vœu à la mise en place d'une structure de notation africaine ou à tout le moins d'une structure de notation conduite par les institutions multilatérales afin d'apporter la contre-analyse à cette perception des risques Afrique faite par les agences de notation. Deuxièmement, ce sommet s'inscrit dans la suite du sommet de Paris et aussi de la COP, de toutes les COP, dont celle qui s'était tenue au Maroc justement, et concernant le passage à témoin entre la finance traditionnelle portée par la Banque mondiale et le FMI vers une finance de la transition énergétique, vers une finance de la durabilité. Donc les institutions doivent s'adapter. Peut-être ce dont on s'attendrait de la part des pays africains, c'est que le FMI revoit ses grilles d'analyse en matière de son fameux cadre de viabilité de la dette qui sert de licarne pour analyser les performances de nos pays. Il serait peut-être important d'accorder beaucoup plus de financement à nos plans nationaux de transition énergétique, les fameux CDN, contribution nationale déterminée. Donc, si le FMI et la Banque mondiale inaugurés par des fenêtres vertes, comme l'a fait d'ailleurs la BAC, par exemple la Banque africaine de développement, par des instruments destinés exclusivement à encourager nos économies à aller vers la transition. Et l'autre question qui me paraît importante, c'est de la part des pays africains, mais c'est à eux de le défendre, c'est de convaincre la Banque mondiale de renoncer à son paradigme de ne plus financer l'extraction fossile, c'est-à-dire l'énergie fossile. En tout cas, ces assemblées annuelles donc sont attendues avec beaucoup d'espoir pour pas mal de pays africains. Ce sera donc en octobre prochain, ici donc au Maroc, à Marrakech. Merci à vous, Adam Ouad, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine panafricain Financial Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.